il n'y a pas de mieux que les romans, la fiction, les personnages, pour nous faire comprendre qui est l'autre. Ça me rassure aussi d'avoir mes livres avec moi. C'est un peu des compagnons et des amis, en fait, depuis tout ce temps, les personnages qui sont dedans. Donc c'est comme de n'être jamais seul. Bonjour à toutes et à tous, on est en direct du Salon du Livre et de la Presse Jeunesse à Montreuil. C'est déjà le dernier jour et si vous nous rejoignez, c'est le Social Club, l'émission qui place la littérature jeunesse au cœur de la société. Pour ce dernier jour, on avait envie d'explorer un petit peu toutes les formes et directions que peuvent prendre le livre-jeu. Mais avant, j'accueille Sylvie Vassalo, la directrice du salon. Bonjour Sylvie. Bonjour. Comment ça va en ce dernier jour ? Ça va, on attend de nombreux professionnels aujourd'hui. C'est important aussi que les professionnels s'intéressent à la manière dont la littérature de jeunesse arrive dans les mains des enfants, de leurs parents. Ils sont en général très curieux des nouveautés éditoriales et des débats qui se mènent ici. Donc c'est une bonne journée pour terminer le salon. Et le livre-jeu alors ? Alors le livre-jeu, c'est vraiment un sujet intéressant. On se rend compte que la question du jeu et la question de la lecture, en fait, mobilisent les mêmes fonctions dans le cerveau, ont les mêmes effets bénéfiques sur les enfants. Donc c'est important de s'intéresser à ce sujet. Vous allez beaucoup parler de romans, je crois, lors de cette émission. Mais le livre-jeu, ça dépasse la question du roman. Il y en a beaucoup en littérature jeunesse pour les petits aussi. Et je crois que ce qui est important, c'est que chez les enfants, ça mobilise une dimension collective de la lecture qui est souvent pensée plutôt de manière individuelle. Donc ça change l'image de la lecture. Ça permet aux enfants d'être acteurs dans la lecture en devenant héros de leur propre lecture, donc à devenir actifs dans la lecture. Pour nous, c'est donc un sujet qui est important, dont vous allez débattre. On l'utilise beaucoup de notre côté en médiation littéraire. On crée avec les auteurs et les illustrateurs des jeux de lecture et des jeux d'écriture. Et on a même créé, au moment de partir en livre, l'été, on mène un grand parc d'attractions littéraires à la Courneuve en Seine-Saint-Denis. Donc pour nous, c'est un sujet éminemment important. Oui, cette question de la médiation. Merci beaucoup Sylvie. On se retrouve pas demain, mais cet après-midi pour une émission un peu spéciale. Est-ce que tu peux nous en dire plus ? Oui, ce salon, il est un salon aussi important parce qu'il a de nombreux partenaires. Donc, quelques-uns de nos partenaires seront avec nous pour parler de leur partenariat avec le salon, mais aussi de ce qu'ils font tout le reste de l'année aux côtés des enfants, des familles, des jeunes pour la lecture. Merci beaucoup. Et maintenant, place à la discussion. Les problèmes mathématiques et la dictée sont-ils vraiment les meilleurs moyens d'apprendre ? D'après une étude menée en 2004 en Espagne par les universités de Lleida et d'Alcalá, l'utilisation des jeux de société améliore les compétences cognitives et académiques des élèves de primaire. Alors, pourquoi pas améliorer l'apprentissage de la lecture par le livre-jeu ? Mais si oui, comment, par quel type de livre et comment le fabriquer ? Avec moi pour explorer ces questions, Stéphanie Hoyos-Gomez, vous êtes éditrice chez Syros, avec à votre actif 2 récents livres dont vous êtes le héros. Bonjour. Bonjour. À ma gauche, Fabien Clavel, vous êtes auteur de romans et de jeux de rôle. Vous avez notamment écrit ces 3, pour l'instant, tomes, Les légendes des mondes d'Aria, d'après l'univers créé par Fibre Tigre. Bonjour. Bonjour. Et de l'autre côté de la table, j'ai Lucie Kosmala, vous êtes journaliste jeunesse et plus récemment, vous êtes devenue autrice avec cet ouvrage dans lequel on va un peu explorer les formes qu'il a pris. Bonjour, merci de m'accueillir.
Et enfin, Michael Stora, vous êtes psychologue et psychanalyste cofondateur de l'Observatoire des mondes numériques en sciences humaines. Bonjour. Oui, bonjour. Merci à tous les quatre d'être là, malgré la faim qui nous tiraille le ventre. Alors, les livres-jeux ont-ils la cote ? Stéphanie, j'avoue que moi, cette forme, le livre dont vous êtes le héros, je pensais à la base que c'était un peu ringard, mais en fait, c'est vraiment revenu sur le devant de la scène ces dernières années. Oui, c'est vrai. Je ne crois pas que ce soit ringard du tout, même si en effet, ça existe depuis longtemps finalement, depuis les années 80. Mais c'est un genre qui offre une multitude de possibilités narratives et qui m'intéresse beaucoup, à vrai dire. Et alors, en effet, donc, je suis là pour parler entre autres d'une collection qu'on a lancée tout récemment chez Syros en mai dernier, qu'on a appelée Les romans immersifs. Et c'est donc du roman dont vous êtes le héros pour les adolescents à partir de 13 ans et à vrai dire sans limite d'âge, bien au-delà. Donc le principe du roman dont vous êtes le héros, il est bien connu, mais je peux le rappeler en 2 mots. Donc c'est un roman dans lequel le lecteur, la lectrice incarne en quelque sorte, ça a été dit par Sylvie Vassallo, le personnage principal, puisque les romans sont écrits en tu, ou en tout cas à la 2e personne. Et puis par ailleurs, à la fin de chaque chapitre, il y a un choix qui est proposé au lecteur, et selon l'option qu'il va prendre, il va être amené à des endroits différents du roman, si bien que d'une certaine façon, les lecteurs construisent peu à peu leur propre parcours et on peut dire en fait leur propre histoire. Alors, ces 2 romans, donc, dont l'un est publié, c'est le premier roman en fait d'une autrice. Je ne connaissais pas ces 2 autrices, c'est des romans arrivés par la poste, entre guillemets, en réalité donc déposés sur notre plateforme de dépôt de manuscrits. Mais je tenais à le dire parce qu'on nous demande souvent est-ce qu'il y a la moindre chance quand on envoie comme ça à l'aveuglette son roman d'être publié. Non seulement oui, ça arrive, mais en plus ces 2 envois-là ont donné lieu à la naissance d'une collection. Et alors c'est vrai que moi sur la forme, cette idée du roman dont vous êtes le héros m'intéresse beaucoup, mais c'est aussi des romans qui sont pas n'importe lesquels, qui sont porteurs de sens, qui ont un ton, un propos, un contenu, un humour aussi que j'ai trouvé extrêmement réjouissant. J'ai le temps d'en dire un mot peut-être pour que ceux qui nous écoutent sachent davantage de quoi on parle et quels sont ces univers. Donc celui-ci, Les 100 vies de Pénélope est une relecture féministe du mythe de Pénélope, la femme d'Ulysse, dont on nous a toujours dit que elle avait passé toute l'absence d'Ulysse à faire sa tapisserie le jour, à la défaire la nuit. Honnêtement, on peut pas imaginer de destin plus terne pour une personne, et donc l'autrice a totalement refusé cette triste vie pour Pénélope, qui par ailleurs était quand même reine du royaume d'Ithaque en l'absence de son mari, qui devait éduquer Télémaque, adolescent, rien de plus difficile. Et donc elle lui invente dans ce livre 100 destins, tous plus inventifs les uns que les autres. Il y a 25 fins, mais qui ne contredisent pas ce qui est écrit dans l'Odyssée et ce qu'on sait de la mythologie. Voilà. Alors, pour donner juste une petite idée du ton, l'une des fins, Pénélope va finir en couple avec Poséidon, par exemple, et avoir donc tout un tas d'enfants, nymphes, sirènes, etc., au point qu'on va devoir construire un grand aquarium dans le jardin du palais. Alors, dans cette version-là, évidemment, pour Ulysse, quand il rentre, tout le monde s'en fiche un peu, c'est un peu plus compliqué. Voilà. Et puis, alors, une autre fin radicalement différente qui me fait beaucoup rire, c'est qu'en fait, Pénélope, c'est son but au début, arrive à faire revenir Ulysse bien plus vite que prévu, juste après la guerre de Troie. Mais du coup, il n'a pas rencontré les cyclopes, les sirènes, Circé. Il n'a pas vécu l'Odyssée, si bien que ils vont avoir une fin de couple sympa, mais un peu plan-plan, et que personne n'écrira sur eux. Alors, est-ce que c'est une bonne fin ou pas ? C'est vraiment au lecteur d'en décider. Si ça lui convient pas, il recommence. Alors peut-être on se garde le suspense du second ouvrage pour tout à l'heure. Fabien, donc je parlais des livres dont vous êtes le héros, mais je pense aussi aux jeux de société, jeux de rôle, jeux de cartes type Magic, qui reviennent un petit peu sur le devant de la scène. Comment on explique ce revival ? Alors moi j'ai juste une hypothèse, c'est que dans ma génération on a beaucoup joué aux jeux de rôle dans les années 80. À quoi par exemple ? Alors moi je jouais pas dans les années 80, mais moi j'ai joué plus tard, mais moi j'ai joué surtout à de la création française, des jeux comme Néphilim, comme Agon, qui sont pas forcément connus du grand public. Moi j'étais assez snob, donc j'ai jamais joué à Donjons et Dragons par exemple.
Enfin, les gens qui me faisaient jouer étaient snobs, et je le suis resté du coup. Mais voilà, donc c'est surtout de la création française. Et en fait, après, il y a eu toute l'émergence des jeux de société qui sont arrivés, notamment avec Magic, dont vous parliez juste avant, qui a détourné pas mal de gens du jeu de rôle. Et puis après, on vieillit, on a moins de temps de passer une nuit entière à jouer. Il y a des enfants qui arrivent parfois, etc. Mais là, les enfants commencent à avoir l'âge de jouer à leur tour, et donc on a envie de leur faire découvrir le jeu de rôle, et ce qui donne à la fois des versions de découverte du jeu de rôle, mais aussi beaucoup de jeux narratifs qui font retrouver ce plaisir sans forcément y passer des heures et des heures. Ouais, c'est un peu la victoire, vous disiez l'autre jour, de la culture geek. Oui, oui, je pense que sur plein d'aspects, les geeks ont gagné culturellement. Après, je ne sais pas combien de temps ça va durer, mais effectivement, ça participe de cette ambiance. C'est une bataille de tout instant. Oui, on lutte depuis très longtemps. On était voilà, il y avait des émissions encore sur le jeu de rôle dans les années 90 où le jeu de rôle était hyper dangereux, on allait tous devenir fous et satanistes. Et voilà, quelques années après, normalement, non. Non, nous ne sommes pas. Enfin, ça se voit pas en tout cas. Lucie, en tant que journaliste jeunesse, vous le voyez, cette montée du plaisir du jeu, de l'appétence du jeu, jeux vidéo, jeux de société? Déjà, je me réjouis vraiment de voir comment, vous le disiez tout à l'heure, au début on pensait que les livres dont vous étiez le héros c'était un peu ringard, mais disons que là il y a eu un rafraîchissement, je trouve, sur les thématiques. Maintenant aussi on aborde des thématiques féministes, tout ce genre de choses. On est sorti de l'univers purement fantasy, qui est très cool, hein, moi je n'ai rien contre ça, mais c'est vrai qu'on élargit vraiment aujourd'hui le champ des possibles, et ça me réjouit beaucoup à un moment où finalement c'est vrai qu'on est un peu confrontés au fait que les jeunes peut-être ont un petit peu plus de mal à rentrer dans les livres, c'est un peu plus intimidant, et je trouve qu'effectivement quand on aborde ce genre de thématique ou ce genre de forme, c'est un peu plus ludique. On se rend compte que mais les livres ça peut être ça aussi, c'est pas que les livres qu'on lit à l'école, ça peut être ultra divertissant, et en plus on peut avoir ce pouvoir, notamment dans les livres dont vous êtes le héros, de construire sa propre histoire. On a ce côté relecture aussi possible, donc un seul livre peut être lu plusieurs fois, et c'est super réjouissant, et je trouve que c'est une belle célébration de la créativité aussi. Michael Storas, c'est ce côté, le lecteur peut devenir actif finalement. Oui, c'est vrai que c'est... La question, c'est est-ce que lorsqu'on lit un livre, on n'est pas déjà un peu actif, puisque au fond, souvent, on va transformer l'histoire par rapport à ce qui nous arrive nous. Il y a cette sorte de boucle entre des processus d'identification au héros. Et je dirais que ça a toujours existé, cette dimension active, à l'inverse de ce que l'on croit lorsqu'on lit. L'idée de pousser le bouchon jusqu'à se dire, tiens, au fond, on va vous confronter au fait que les choix que vous allez avoir vont avoir un impact sur l'histoire, va remettre en effet le lecteur à une nouvelle place, qu'on d'ailleurs, pour dire les choses, qu'on trouvait déjà dans le jeu vidéo. Je ne sais pas d'ailleurs, je ne connais pas trop l'histoire. Est-ce que c'est le jeu vidéo qui a influencé, puisque vous dites que c'est dans les années 80, est-ce que c'est le jeu vidéo qui a influencé, ou le jeu de rôle, le fait d'avoir une littérature où on est un peu interactif? Mais c'est vrai, oui. Bien Clavel. En fait, dans l'ordre, j'espère pas trop dire de bêtises, mais c'est effectivement, il y a les romans de Tolkien, ensuite il y a le jeu de rôle, et ensuite il y a donc Donjons et Dragons, et ensuite il y a eu les premiers romans dont vous êtes le héros sont des adaptations qui n'ont pas pu se faire de Donjons et Dragons. D'accord. Parce que moi j'ai joué à un jeu que j'adorais qui s'appelait Les Fables, où c'était vraiment cette idée que chaque action va avoir un impact, chaque choix va avoir un impact sur l'univers qui va changer en fonction de ce que l'on fait. Et ça, je dirais que c'est un des grands plaisirs de l'interactivité. Et d'ailleurs, c'est intéressant parce que votre collection s'appelle Immersion. C'est ça. Oui, roman immersif. Et donc, c'est vraiment un terme qu'on utilise beaucoup dans le jeu vidéo, la question de l'immersion, de se dire... Mais c'est vrai que je trouve qu'on a le droit de jouer avec les codes de la littérature, heureusement. C'est comme ça qu'on peut justement, peut-être par rapport à ces grandes inquiétudes sur le fait que les enfants, les adolescents ne lisent pas suffisamment, c'est une manière intéressante de les remettre dans cette idée qu'ils peuvent continuer à lire tout en ayant l'impression d'être eux-mêmes co-auteurs, quelque part. Sur cette idée, concernant plutôt les primo-lecteurs, est-ce que ça peut être aussi un levier d'autonomie de lecture ou pas ? Alors, j'ai pas d'études concrètes, peut-être que les éditeurs en ont, je sais pas, mais c'est vrai que on peut imaginer en effet que souvent à l'âge de l'enfance, qui est peut-être parfois un âge où on garde un peu cette forme de toute puissance de l'enfant, même si
ne l'oublions pas, souvent les études ont montré que ce qui fait qu'on a encore envie de lire ou qu'on a envie d'amorcer la lecture seul, c'est parce qu'enfant, on nous a lu des histoires. Et c'est ce moment partagé qui donne envie de pouvoir s'autonomiser parce qu'on garde en soi cette expérience affective. N'oublions pas que la dimension affective est ultra importante quand il s'agit de lecture et qu'à un moment, peut-être oui, le fait de se dire je lis seul maintenant, c'est une manière de grandir. Et peut-être qu'en effet, ça peut être une transition intéressante de se dire voilà, je joue à lire, parce que je trouve qu'il y a cette dimension de jouer à lire qui est plutôt intéressante pour pouvoir s'approprier le mécanisme du désir de lire. Ouais, justement, Stéphanie, vous, ça fait presque une semaine que vous êtes sur le salon. Je me demandais, sur ce désir, sur ce côté ludique, est-ce que vous avez vu des enfants se saisir de façon particulière de ces ouvrages ? Oui, j'ai vu toutes sortes de choses qui m'ont qui m'ont bien intéressée. Pour l'autre livre dont j'ai pas parlé, L'invasion de la planète barbare, par exemple, il est parfois joué en groupe d'amis ou en famille. Parce que dans ce livre-là, c'est la guerre totale, il y a des décisions pas tellement faciles à prendre et en fait, on n'est pas de trop de décider ensemble où on va aller. J'ai eu ça, j'ai une personne qui, pour Pénélope, en fait, avait peur, aimait tellement ce livre qu'elle avait peur d'en rater des morceaux en se laissant porter comme ça au fil de ses choix. Donc en fait, elle a commencé à noter sur une grande feuille tous les chemins qu'elle avait pris pour être sûre de pas rater un seul embranchement et une seule page. Et finalement, elle a fini par reconstituer elle-même l'arborescence qui avait servi à l'autrice et à l'éditrice pour faire le livre, pour concevoir le livre. Incroyable, cette méthode d'enquêtrice. C'est ça. Fabien, vous aussi, vous faites des interventions scolaires où les enfants peuvent créer leur propre livre-jeu. Et je me demandais quelle réaction ils ont face à ce type d'activité. Est-ce qu'ils arrivent plus facilement à se saisir d'un objet-livre qui peut parfois être un peu intimidant, on va dire ? Oui, alors de toute façon c'est le but, hein, les enseignants et les enseignantes surtout qui mettent en place ce type d'atelier ont vraiment l'idée de les faire écrire en faisant quelque chose justement de ludique. Je prolonge un peu ce qu'on disait tout à l'heure. En fait, on était arrivé donc au jeu de rôle et au livre dont vous êtes le héros, qui ont inspiré aussi les premiers jeux vidéo. Et donc là, en fait, maintenant, quand les jeunes lecteurs, enfin, ce sont plutôt des joueurs souvent, la boucle est en train de se boucler puisqu'ils reviennent en arrière. Leur référence, c'est les jeux vidéo, et ils disent « Ah d'accord, c'est un livre comme les jeux vidéo », en oubliant, mais ça c'est pas grave, hein, que ça c'était plutôt à l'origine. Alors effectivement, il y a ce plaisir d'écrire et puis même d'inventer leur monde. C'est-à-dire que en général, moi je fais des ateliers d'1 heure par exemple, où je vais proposer à un groupe, une classe, de construire un mini-livre dont vous êtes le héros. Hein. Ce serait plutôt une nouvelle dont vous êtes le héros si on était plus précis. Et donc, je leur laisse le choix. C'est-à-dire qu'est-ce que vous voulez comme univers ? Toi, tu veux des zombies, toi, tu veux une aventure dans la jungle. Voilà. Après, on vote et on prend les propositions qui ont rencontré le plus de succès. Mon travail à moi, c'est d'essayer de proposer un truc qui reprend le plus d'éléments comme ça. Et après, chacun va proposer, chacun en gros est... alors par groupe souvent est responsable d'un chapitre. Donc voilà, quel chapitre qui prend le chapitre tel. Voilà, alors c'est toi qui prends des notes. Qu'est-ce qu'on fait à ce chapitre-là ? Qu'est-ce qu'on a comme choix qui s'offre ? Et l'idée, c'est effectivement, n'oubliez pas de proposer toujours des choix qui ne soient pas évidents. Il faut que tous les choix soient intéressants. Sinon, c'est pas la peine de l'écrire. Si c'est je rentre chez moi et je participe pas à l'aventure. Là, qui dans la classe va choisir ça ? Personne. On le met pas. Vous voyez, ça n'intéresse personne. On continue. Voilà. Et donc effectivement, ça libère pas mal de choses. En plus, au niveau de l'écriture, c'est des chapitres assez courts. Alors il y a beaucoup de contraintes quand même. Donc c'est une fausse simplicité. Ils s'en rendent compte après, mais en général, ils sont déjà lancés, donc c'est moins grave. C'est quoi les thématiques préférées ? Alors beaucoup de zombies, ils aiment bien, surtout plutôt les garçons quand même, il faut le dire. Et puis tout ce qui est aventure quand même. Mais après j'ai des choses extrêmement diverses. Une fois dans une médiathèque, il y avait des gamins qui sortaient d'un match de rugby. Et donc ils étaient 2-3, ils ont dit ouais on veut faire du rugby et tout. Je dis oh là là mais comment je vais faire, moi le sport c'est pas vraiment mon truc. Du coup on a fait du rugby et on a mélangé ça avec des créatures fantastiques. Donc c'était les orques contre les trolls et c'était très rigolo. Les sorcières aussi ça revient souvent.
Les sorcières, hein. Lucie, je vous voyais hocher de la tête tout à l'heure quand on parlait de cet aspect ludique. Et c'est vrai qu'on le dit souvent, le passage de la primaire au collège peut enlever l'aspect sympathique de la lecture pour le réancrer dans quelque chose de plus contraint. Bah oui, à partir de la 6e, surtout, on commence à avoir des contrôles de lecture sur des lectures obligatoires qu'on doit lire pendant les vacances ou sur le week-end. Donc forcément, le rapport à la lecture, il change, ça devient une obligation. Et si on a eu la chance d'avoir des parents qui ont entretenu ce goût pour la lecture avant, on peut encore se raccrocher au livre. Mais c'est vrai que pour les enfants qui sont moins baignés là-dedans, tout de suite, il y a quand même ce côté de défiance de « Ah bah non, en fait, parfois je lis des choses qui sont imposées, que j'aime pas, qui me plaisent pas, qui sont parfois pas adaptées. » Je pense que tout le monde a eu ces traumatismes de lecture au collège. Je vois que les gens hochent la tête autour. Et malheureusement, je pense que c'est une des raisons pour lesquelles la lecture apparaît comme une contrainte et pas comme un plaisir. Et heureusement qu'il y a des livres comme ça qui font un petit pas de côté pour montrer que, si, regarde, tu peux avoir énormément de fun dans le livre. Justement, CraftQuest, ça partait aussi de cette envie. Bien sûr, ça partait de beaucoup d'envie, CraftQuest. Déjà de mon envie personnelle, parce que étant gameuse, moi, il me manquait un peu un livre qui parlait du fait que c'est cool les jeux vidéo, que c'est pas forcément une addiction, que c'est pas forcément quelque chose dans lequel on va rester enfermé, ce qui se fait beaucoup dans les romans ou dans le manga. Moi, j'avais vraiment envie de parler de passion pour les jeux vidéo, parce que je la partage et je crois que pas mal de préados la partagent aussi. Et avec aussi cette envie de rendre la lecture très ludique, effectivement. La particularité de ce roman, c'est qu'il y a des parties de jeux vidéo qui sont racontées de façon immersive. Donc moi, c'est pas un livre-jeu, c'est moi qui décide de ce qui se passe dans les parties. Mais par contre, j'avais vraiment envie que les enfants, ils aient l'impression de jouer quand ils lisent mon roman. Moi, j'ai vécu la frustration quand j'étais jeune de devoir éteindre la console ou l'ordinateur pour aller me coucher parce que voilà, à un moment, il faut aller dormir. Et je me dis, aujourd'hui, les enfants, ils peuvent avoir CraftQuest s'ils doivent éteindre la Switch avant d'aller dormir. Donc oui, effectivement, c'est aussi une démarche très sincère c'est un vrai hommage aussi aux jeux vidéo. C'est vrai que s'il y a des adultes qui lisent le roman, je pense qu'ils auront plus de références que les enfants, parce que c'est très très référencé sur des vieux jeux vidéo auxquels je jouais. Mais en tout cas, le plaisir de lecture était vraiment central effectivement dans l'écriture. On reviendra sur ces mécaniques du jeu vidéo. Mais alors, comment fabrique-t-on ce genre d'ouvrage et surtout leur forme va-t-elle jusqu'à changer notre rapport à la lecture ? C'est la question qu'on se posera après une petite pause qui bouquine, le livre que tu aurais aimé écrire. Le prince de Motordu habitait un chapeau magnifique au-dessus duquel, le dimanche, flottaient des crapauds bleu, blanc, rouge qu'on pouvait voir de loin. Moi, ça me bouleverse Ernest et Célestine très régulièrement. Je trouve que c'est d'une délicatesse infinie. Et ce que j'aime particulièrement, c'est sa capacité à ne pas dire les choses. Alors, La vie devant soi, je me rappelle très bien que quand j'étais enfant, il était posé sur la table de chevet de ma mère et elle chantait les louanges de ce livre sans savoir que c'était Romain Gary qui se cachait derrière Émile Ajar. Et ce que j'admire énormément dans ce bouquin, c'est qu'en fait, Pef, il fait aucune mise en place. Si tu venais à tomber salade, qui donc te repasserait ton singe ? Et l'enfant doit lui-même comprendre ce qui se passe, ça le fait mourir de rire et ça marche de tout petits enfants. Je le vois actuellement avec mon fils de 3 ans. C'est un choc. Je l'ai lu assez jeune, je vais avoir 15 ans peut-être. Et je découvre enfin ma famille de littérature. Je me sens très très proche tout de suite de Marguerite Duras. J'ai dans mon bureau un portrait de Marguerite Duras. Et je lui parle. C'est plutôt sa manière d'être écrite qui est vraiment très très étonnante. Je crois qu'à un moment, il faut se dire, quand on écrit, j'ai le droit de tout faire. J'ai le droit d'écrire comme je veux. Elle est dans le non-dit émotionnel tout le temps. Et plutôt que de nous dire les choses, elle nous les fait ressentir dans ses images et avec quelques mots. Et c'est une économie émotionnelle incroyable. Et cette jeune fille sur le bac, avec ses chaussures lamées, avec un désir fou d'aller vers un homme, je l'ai éprouvé assez jeune. C'est son génie, c'est-à-dire que ça sent pas la virtuosité justement. Et puis c'est un livre qui me fait rire, qui me fait pleurer et qui est bouleversant, oui, qui est déchirant. Cette acceptation du doute, c'est hyper intéressant en éducation littéraire parce que quand on lit des nouveaux livres qui nous semblent radicaux, étonnants, bizarres, notre capacité à accepter cette étrangeté, elle vient de l'enfance, elle vient vraiment des lectures de l'enfance la plus tendre. Et dans ce bouquin Grabuge,
Les règles, on voit bien que c'est l'auteur qui s'en laisse pas compter, qui fait un peu ce qu'elle veut. Quand j'écris, moi, j'essaye de faire comme ça, le plus possible. Je suis pas très croyant, je suis pas très intello. Enfin, ce que j'aime, c'est que mon cœur vibre et que mon corps bouge. Si j'avais pu écrire Ernest et Célestine, j'en ai pas les moyens graphiques, hein, mais j'aurais adoré. Oh là là, oui, s'habituer à l'étrangeté. Sur les jeux, Fabien Clavel, quel est le jeu que vous auriez aimé inventer ? Ah bah, j'ai pas réfléchi, mais non, il y a beaucoup de jeux extraordinaires. Il y en a un qui est très très simple, alors qui est pas du tout narratif, mais qui est un jeu coopératif. Moi, j'aime beaucoup les jeux coopératifs. C'est un jeu qui s'appelle The Mind, où il s'agit simplement de poser des cartes dans l'ordre, sauf qu'on n'a pas le droit de communiquer entre nous. Et c'est un jeu qui, à lire la règle, a l'air impossible. On se dit mais ça n'a aucun intérêt. Et quand on y joue, on commence à sentir, en fait, on se surveille les uns les autres, on regarde même le langage du corps où quelqu'un commence à se raidir, on se dit oh, son chiffre arrive bientôt, et on se prépare. Et il y a certains moments où on arrive à enchaîner parce que les cartes vont de 1 à 100. On va enchaîner 34, 35, 36 de 3 personnes différentes sans s'être rien dit. Et là, il y a une satisfaction absolument énorme. C'est un jeu vraiment extraordinaire. Oui, je crois que j'ai déjà joué, mais je me souviens aussi de disputes autour de ce jeu. Ah, mais faut être zen. Michael Serra, pour vous, vous dites que les jeux vidéo se rapprochent aussi beaucoup de la littérature, c'est-à-dire ? C'est vrai, je vous ai dit ça, ouais. Maintenant, il faut que j'assume. J'ai beaucoup réfléchi au fond à la question du jeu vidéo, puisque je l'ai utilisé pour soigner des enfants, il y a bien longtemps, et c'est vrai que je me suis rendu compte que, alors c'est lié entre autres à une des raisons. Quand je vois un film, je m'identifie au héros, mais c'est ce qu'on appelle une identification secondaire. J'ai les traits, je me sens comme lui, etc. Je vis l'aventure avec lui. Quand je joue à un jeu vidéo, alors je vous donne l'exemple. Je suis donc sur un chemin, je découvre un château, et finalement dans un jeu vidéo, normalement, si je peux, je vais tenter de le découvrir par le chemin que je souhaite. Je peux même prendre des chemins de travers, si le jeu n'est pas trop... voilà. Et à partir de ce moment-là, il y a cette idée de cette narration intérieure. Et je pense que c'est exactement ce qui se passe quand je lis, puisque je me fais cette narration intérieure. La grande différence, c'est que oui, le jeu vidéo nous donne une représentation. Mais un château, si je le regarde sous un autre angle, il a une autre tête. C'est en ça que c'est une tentative d'explication, mais qui était liée au fait qu'à l'époque, pour dire les choses, ce qui est encore le cas, on opposait tellement jeux vidéo et littérature qu'il y avait cette sorte de combat terrible, avec derrière une dimension quasiment idéologique et morale. Le jeu vidéo, c'est mal. La littérature, c'est bien. Donc derrière, ça a culpabilisé tout le monde. Et puis surtout, ça crée des sortes d'affrontements stériles, alors que on peut jouer aux jeux vidéo et lire et même écrire. Donc, je sais que vous êtes aussi un gamer. Donc je trouvais ça complètement stérile. Mais bon, peut-être que vous l'avez senti, on est encore dans l'ère des écrans comme problème de santé mentale, et que donc à partir de ce moment-là, il y aurait cette sorte de tellement de diabolisation et de peur. Donc moi j'essaie de montrer à travers cette idée qu'on peut peut-être se dire que le jeu vidéo se rapproche de l'expérience littéraire dans la découverte d'un monde. Lucie ? Oh oui, j'ai très envie de rebondir là-dessus parce qu'évidemment que littérature et jeux vidéo sont vraiment intrinsèquement liés. Quand on s'intéresse à ce qu'on appelle le lore des jeux vidéo, donc vraiment l'histoire des jeux vidéo, parfois on a une profondeur narrative qui est quand même infinie. Il y a toute une mythologie qui se construit. Allez voir, je sais pas, toute la mythologie d'Elden Ring par exemple, c'est infini. Récemment, on a eu un jeu français en plus qui est sorti qui s'appelle Expédition 33, où là pareil, on a vraiment, en jouant en fait, on déroule le fil d'une narration qui est puissante en fait, on est bouleversé par ce qui se raconte. Donc moi j'abonde dans le sens où oui, les jeux vidéo sont de la littérature et je pense qu'on a beaucoup à apprendre de chacun en fait, et les séparer pour moi c'est dommage, c'est un peu contre-productif, d'autant plus qu'aujourd'hui on a quand même des jeux dits narratifs. On a des jeux dont vous êtes le héros, même si c'est mais je pense à la licence Life is Strange par exemple, qui consiste vraiment à construire une histoire
à partir de choix. Il n'y a pas énormément d'actions à effectuer, juste on suit le fil d'une histoire et on décide de celle qu'on veut construire. Donc oui, c'est très lié. Stéphanie ? Oui, c'est vrai, je suis d'accord et je rebondis aussi sur ce que vous disiez. Je trouve qu'il y a un vrai danger à toujours mettre comme ça la littérature au-dessus de tout et à opposer en fait les arts entre eux, et comme si le roman, la littérature, est une sorte de Graal un peu plus voilà, du côté du bien, vers lequel aller absolument, mais après tout peut-être pas totalement pour tout le monde, etc. Et je pense au contraire que dans une époque donnée, tous les arts s'influencent et en effet que nos romans là ont à voir avec certains jeux vidéo très narratif, comme vous le disiez. On va voir évidemment avec le jeu de rôle. Une des deux autrices d'ailleurs est maître de jeu en jeu de rôle. Elle est à la fois grammairienne et stand-upeuse. Enfin, moi j'aime bien cette idée. On aime bien aussi aux éditions Tyros avoir comme ça des profils qui viennent d'autres endroits que la littérature, du scénario, du jeu de rôle, de tout ce qu'on veut. C'est plutôt une richesse. Ouais, justement, je voulais entrer un petit peu dans cette deuxième partie d'émission, dans l'estomac de la bête, si on peut dire, pour reprendre un peu cet univers de légendes, de contes. Fabien Clavel, comment on fabrique des livres dont vous êtes le héros? Comment ça marche? Alors le principe de base, c'est l'arborescence. Je vois que Stéphanie en a apporté une. Moi, j'ai pas la mienne, hein. Mais effectivement, ça apparaît à l'écran. Ah oui, voilà. Ah oui, ça c'est ce que j'avais envoyé. Alors ça c'est pour un livre qui est pas encore sorti. Ça donne un peu. Elle est particulière encore, hein, parce que pour chaque projet, les arborescences vont avoir des aspects différents. Mais on voit que bah oui, effectivement, c'est des flèches, des chiffres, des chapitres, et on part de là parce que ça va être vraiment toute l'ossature du texte. Et que tout va reposer là-dessus. Et le risque d'ailleurs, quand on écrit comme ça des livres, il y a un aspect extrêmement technique, c'est de pas oublier qu'on écrit des romans. Et moi, je sais que les premiers que j'ai écrits, j'ai dû refaire un travail d'écriture secondaire pour remettre de la chair dans le texte parce que ils étaient trop secs. J'étais tellement concentré sur le fait que ça fonctionne vraiment techniquement que j'ai dû faire presque une deuxième écriture pour faire exister mes personnages, les faire vibrer. Donc ça, c'est vraiment le point de départ. Et après, il y a tout un tas de variations possibles. Moi, j'en ai fait plusieurs. Il y en a, par exemple, où on peut combattre des zombies en même temps, donc il y a des petites règles qui s'ajoutent. On peut avoir des énigmes en cours de route. Pour Unlock, c'est pareil, c'est des énigmes qui viennent à l'intérieur de l'arborescence, et du coup, dans ces cas-là, très souvent, quand on rajoute quelque chose en plus, on doit diminuer l'arborescence, parce que sinon le roman est absolument gigantesque et on s'en sort plus. Et donc à chaque fois, c'est un équilibre à trouver pour des expériences différentes. Et même là, on parlait, il y a 25 fins différentes. Ça donne une manière de raconter très particulière. Par exemple, moi, dans celui-là, dans Mission Pompéi, par exemple, j'ai 4 fins différentes. Et donc, on raconte pas les mêmes histoires quand on a 25 fins et quand on en a 4. Donc tout ça, il faut un peu le prévoir à l'avance en fonction de ce qu'on veut raconter, parce que ça donne des ambiances très particulières. Et même, encore une fois, quand on travaille en atelier, en cours de route, on fait des choix en fonction de ce que les élèves demandent. Est-ce que vous voulez qu'on meure dans le jeu, par exemple ? C'est une question qui est toute simple, mais qui est très importante, parce que ça change à la fois l'expérience de lecture. Est-ce qu'on va beaucoup recommencer et mourir, ou est-ce qu'on a une espèce d'énorme buisson dans lequel on va pouvoir regarder, éventuellement on refera un autre chemin plus tard si on a envie. Voilà, tout ça c'est des petits choix. Est-ce qu'on rajoute des petites énigmes en cours de route? Ça donne une variété quasi infinie. Oui, Stéphanie, vous êtes aussi procuré cet énorme plan, cette énorme ossature de Pauline Éluard, l'autrice des 1000 vies de Pénélope. Est-ce que vous savez si ces méthodes ont été les mêmes que celles de Fabien, s'il y a eu des différences? Qu'est-ce qui vous a marqué? Je ne sais pas si on la voit à l'écran, non? Elle arrivera à un moment. Elle est là. Oui, c'est vrai. Alors, comme ça, moi, ça m'aurait donné plutôt envie de fuir dans un premier temps. C'est tout l'inverse, hein. C'est complètement indispensable et c'est une aide énorme, bien sûr, pour créer. Là, on voit en violet, c'est les fins. En violet, c'est les 25 fins. En vert, c'est les redirections vers l'île de Calypso, qui est une sorte de nœud dans l'histoire, vers lequel il y a pas mal de renvois. En bleu, c'est les redirections vers la fin et l'histoire des prétendants. Et puis, un peu terrible, en orange, c'est des redirections lointaines. C'est-à-dire que tout à coup, on est dans un pan de l'histoire et paf, on va être projeté dans l'autre. Et donc, pour l'éditeur, en tout cas, et pour l'auteur, il y a vraiment à vérifier que tout concorde et qu'on est au même niveau d'information, quel que soit le chemin qui a été suivi. C'est un peu casse-tête quand même.
Et c'est sûr que ça demande beaucoup de rigueur et de précision, mais les autrices, c'est pas tellement ça qu'elles me disent. Elles me disent plutôt que c'est un formidable terrain de jeu, quoi, un espace de créativité incroyable. Elles m'ont dit un peu la même chose toutes les deux. Pauline, qu'elle avait fait tellement de recherches autour de la mythologie qu'elle avait du mal à se résoudre à prendre un seul parti, et que de penser qu'elle pouvait en fait tout écrire, toutes les idées qui lui venaient, c'était formidable pour elle. Et Anouk, elle déteste les fins. En fait, elle arrive pas à finir ses romans et elle a pas envie d'imposer une fin aussi au lecteur. Et donc, vraiment, la forme du roman Donc vous êtes l'héros était parfaite pour elle. En tant qu'éditrice, est-ce que ça vous impose plus de choses que sur un ouvrage plus classique ? Pas vraiment, pas vraiment. Enfin, j'étais très contente d'avoir cet appui de l'arborescence et de pas me lancer dans le vide comme ça. Après, c'est vraiment des autrices qui maîtrisent leur sujet. Donc, non, c'était un travail très, très agréable, très ludique. Alors c'est vrai que moi, à la lecture des ouvrages, il y a eu aussi ce truc où j'avais une telle impatience que parfois je suis allée très très vite dans la lecture parce que j'avais envie de savoir, d'aller voir, typiquement pour Pénélope, que veut dire le vol des hirondelles en formes différentes. Et je me demandais, Michael Stora, est-ce que aussi ce type d'ouvrage, il peut changer notre rapport à la lecture, parfois le rendre plus impatient ? Alors, je pense que d'abord vous parlez de vous. Oui. Donc, oui, il pourrait poindre cette question qui est propre dans une forme de dérive que, personnellement, je trouve, entre autres dans le monde du jeu vidéo, c'est-à-dire la compétitivité, c'est-à-dire cette tendance à vouloir envisager la lecture, plutôt un jeu, avant tout dans l'idée de gagner. Et je crois que c'est ce que, en tout cas, un grand psychanalyste qui s'appelait Winnicott appelait le game. Donc la question, c'est qu'il y a toujours, donc idéalement, un jeu, c'est du play. Le play, c'est-à-dire la jouabilité, le plaisir que l'enfant peut jouer seul, et le game, c'est-à-dire les règles et l'enjeu, perdre ou gagner. Il y a une tendance parfois à mettre trop de game dans certains jeux en ligne et autres, et finalement la dimension compétitive qui existe chez les pro-gamers, mais ça fait partie maintenant, c'est reconnu, mais a une tendance qui est aussi en écho avec une société où on est sans cesse dans cette pression à la réussite. Et ça, c'est terrible. Et donc, je pense qu'en effet, lire, c'est justement accepter de perdre, symboliquement. C'est aussi accepter l'échec, c'est de ne pas toujours vouloir gagner. Je crois que c'est comme quand les parents disent « c'est bien que tu lises parce que ça va t'apprendre des choses ». Non. On lit parce qu'on a du plaisir, on s'en fout de gagner quoi que ce soit. Je crois que c'est un peu cette tendance-là. Après, je ne l'ai pas lu, donc je ne sais pas trop, mais je pense que ça peut être intéressant de jouer avec les fins, de jouer à plusieurs niveaux. Mais voilà, c'est peut-être une manière de dire que, justement, comment remettre du temps, comment remettre, pourquoi pas, ce sentiment d'échec qui est nécessaire, puisque quand même, c'est en se trompant que l'on apprend. Et c'est ça qui est intéressant. Je pense que c'est important de remettre un petit peu l'échec quelque part. Alors moi, je dis ça en tant que psy parce que moi, avec mes patients, je les aide à accepter cette question de l'échec. Et c'est vrai que c'est de plus en plus compliqué parce que la jeunesse actuelle est sous pression, sans cesse, de devoir réussir, d'être à l'image d'un idéal. Et ça rend les jeunes pas toujours très heureux. Et c'est pour ça que c'est important. C'est peut-être pas innocent si on a autant envie d'aller dans des univers imaginaires fantastiques pour échapper un peu à cette question sans cesse de vouloir gagner. Lucie Kosmala, sur cette question de pression en tant que joueuse, vous l'avez déjà ressenti, cette injonction à la win ? Alors déjà, moi j'adore tout ce qui est ce qu'on appelle les cozy games. Donc un des cozy games les plus connus, c'est Animal Crossing, où vraiment le concept c'est de se faire sa petite île. Et c'est vrai que je réfléchissais pendant que Michael parlait, mais je ne sais pas si vous connaissez le jeu Mario Kart, donc il y a vraiment de la course de cartes avec tout l'univers Mario. Dans celui qui vient de sortir là sur Switch 2, ils ont mis un mode balade. Et je trouve ça génial. J'étais ah oui, je vois le délire parce que on peut choisir de faire des courses, mais on peut juste avoir envie de se balader sur les circuits et de prendre le circuit à l'envers et tout. Donc je crois qu'il y a aussi autant de façons d'entrer en littérature ou dans les jeux qu'il y a de personnalités. Il y a les personnes qui sont un peu plus impatientes. Il y a celles qui ont envie de prendre un peu plus leur temps. Je crois que les enfants aussi, c'est mine de rien, même si ils sont dans ce côté compétitif, impatient, mais c'est aussi des exemples
Comment dire, ils vont avoir le sens de la contemplation. Je pense là aux plus petits, mais il y a des enfants qui sont capables de passer des heures sur une même page à juste essayer de détailler chaque personnage, chaque petit détail qu'ils vont observer. Donc voilà, je pense que c'est aussi un petit peu à nuancer parce que même en jeu vidéo, parfois on peut juste avoir envie de prendre le temps. Et quelle mécanique du jeu vidéo alors vous avez intégré dans votre ouvrage ? Moi, c'est un peu plus échevelé, on va pas se mentir, dans Craft puisque moi, je suis allée quand même sur la notion de compétition, puisque donc l'histoire de Craft Quest, c'est l'histoire de Lila, qui est en 4e. C'est une collégienne qui est assez discrète, voilà, se fait pas particulièrement remarquer au collège, mais c'est vrai qu'elle a cette passion assez dévorante pour ce jeu qui s'appelle Craft Quest, qui est un jeu de capture de drapeau, donc on est en équipe de 4, et le concept, ça va être d'aller sur le camp ennemi le plus vite possible pour aller brandir le drapeau ennemi. Et pour ça, pour y parvenir, on va essayer de piéger ses adversaires, leur lancer des sorts, trouver des astuces pour aller plus vite, etc. Et moi, mon envie avec Craft Quest, c'était justement déjà de mettre tout ce que j'aime dans le jeu vidéo et tout ce qui me passionne et tout ce qui rend, dynamique en tout cas cette pratique. Et c'est vrai que quand j'ai écrit ces parties de Craft Quest, parce que vraiment par moment il y a des chapitres où ce sont les parties de jeux vidéo qui sont racontées, je me suis dit si je ne suis pas sous tension, si moi-même je suis pas un peu stressée, c'est que c'est pas une bonne partie. Et j'ai vraiment refusé d'être fainéante, c'est-à-dire que parfois je mettais une situation un peu inextricable où je mettais mon héroïne, je dis je ne sais pas comment elle va se sortir de ce pétrin, et dommage, c'est moi l'autrice, donc il faut que je trouve l'astuce. Mais je pense que c'est ce qui fait aussi que le roman est assez dynamique et fonctionne bien, parce qu'il y a ce côté tension, il y a ce côté excitation aussi de savoir quelle est la nouvelle surprise que je vais vous dénicher. Et moi qui ai aussi beaucoup regardé des gens jouer aux jeux vidéo, je traîne beaucoup sur la plateforme Twitch, qui est vraiment la plateforme où on peut regarder des gens, entre autres, jouer. On peut aussi regarder des boulangers pétrir leur pain. Enfin, vraiment, il y a tout sur Twitch, c'est incroyable. Mais moi, je regarde beaucoup de gens jouer aux jeux vidéo et je me suis dit, j'ai envie de retransmettre ce plaisir que j'ai par procuration, de voir des gens jouer. J'ai envie de le retransmettre dans Craft Quest. Alors, Fabien, vous, pour la légende des mondes d'Aria, c'est un peu différent parce qu'on part aussi du jeu de rôle, qui est aussi, je crois, on peut le visionner sur Twitch. Je suis pas spécialiste. Oui, c'est ça. C'est ça. Est-ce que la victoire, j'ai l'impression que dans le jeu de rôle, la victoire compte moins que qu'est-ce que le maître de jeu va nous inventer, non ? Alors c'est même pas seulement le maître de jeu, justement. Pour moi, le jeu de rôle reste quand même l'expérience ludique un peu indépassable. C'est-à-dire en général quand on a goûté, alors évidemment dans un environnement serein, parce qu'il y a toujours des difficultés qui peuvent surgir, mais quand on est dans un environnement agréable, tranquille, c'est une expérience de jeu extraordinaire. Et ce qui est génial, c'est quand on va, c'est pas le maître de jeu il va proposer un scénario. Mais on sait très bien quand on a joué, par exemple, je sais pas, imaginons on doit rentrer dans un château fort, le maître de jeu va prévoir 4-5 manières de rentrer et les joueurs vont en trouver une 6e, forcément. Donc ce qui est génial en fait, c'est d'inventer ensemble et même en tant que maître de jeu, d'improviser par rapport à ce que les joueurs proposent. Et c'est le vrai plaisir, c'est-à-dire que tout est possible. Il y a juste à se mettre d'accord, et même dans la manière de jouer, par rapport à d'autres choses, on peut choisir en fait la manière qu'on a d'interpréter son personnage. C'est-à-dire, vous pouvez décider par exemple de jouer en disant, moi je vais le jouer vraiment comme un acteur. Je vais jouer la comédie, donc mon personnage va parler à la première personne, acteur studio, quoi. Je vais éventuellement me costumer, etc. Mais à côté, vous pouvez décider de dire, moi je suis pas forcément à l'aise avec ça. Je vais dire, mon personnage dit telle chose. Et en fait, ce qui est extraordinaire dans le jeu de rôle, c'est que ça ne gêne personne, en fait. On ne pourra pas dire, oui, elle nous gâche le plaisir alors qu'on voulait une immersion totale. Non, en fait, on comprend très très bien que quand vous parlez, c'est votre personnage, si juste après vous dites, oh, je reprendrais bien des chips, la bascule se fait hyper naturellement. Et ça, c'est magique. Et plus après, la construction entre-temps, où il n'y a que quelques mots sur du papier, et ensemble, on se raconte une histoire, et qui peut être, on peut en garder des souvenirs 20, 30 ans après. Et comment, du coup, en faire un livre ? Alors là, c'est différent, c'est-à-dire que c'est pas très différent d'écrire un livre classique, puisque, en gros, au lieu de se documenter dans des encyclopédies, on va prendre l'univers du jeu. Pour Aria, c'est ce qui s'est passé. C'est d'abord des jeux qui sont des parties filmées sur Twitch, qui ont ensuite été adaptés en jeu de rôle.
Et moi, j'ai écrit des romans dans cet univers de jeu de rôle. Donc, j'ai pris le livre univers et j'ai pris tous les éléments qui m'intéressaient. J'ai pu communiquer avec Fibre Tigre, qui est l'auteur d'Aria, et lui proposer des choses. On a échangé comme ça. Par contre, ce qui est particulier dans ce roman, c'est que l'idée, c'était de retranscrire l'ambiance qu'on peut avoir dans une partie de jeu de rôle. Avec des moments, par exemple, il y a un personnage... Dans les romans, enfin dans le jeu de rôle, il y a souvent ce qu'on appelle une réussite critique ou un échec critique. C'est-à-dire non seulement on réussit l'action, mais en plus, soit c'est vraiment complètement raté, et donc là, il faut inventer tout de suite des conséquences désastreuses, ou alors c'est extrêmement réussi, et là, on peut aussi inventer des conséquences heureuses. Et donc il y a un personnage, par exemple, qui à un moment se retrouve à vouloir énerver des gens, donc il lance un gros mot, et c'est l'équivalent d'une réussite critique. Ce gros mot, ce juron, est tellement énorme que les gens sont sous le choc. Et ça devient légendaire, c'est-à-dire dans toute la trilogie, en fait, on entend les gens, c'est vous le responsable de ce mot-là, mais comment vous avez pu dire une chose pareille? Évidemment, le mot n'est jamais cité. C'est mieux si ça reste hors écran, enfin hors texte. Et voilà, et ça c'est vraiment de la réussite critique ou de l'échec critique, qui est quelque chose qui participe aussi du plaisir et de la surprise. Ouais, la réussite critique, notre envie à tous et toutes dans la vie réelle, d'en faire constamment et constamment. Alors, merci beaucoup à tous les quatre. J'ai envie de dire finalement, vive l'exploration des imaginaires sous toutes ses formes. Je le rappelle avant que nous nous quittions. Fabien Clavel, il y a L'apprenti de Merlin, tome 3 et 4, qui va bientôt sortir en 2026, c'est ça ? Stéphanie, vous continuez sur votre lancée avec 2 nouveaux tomes également en 2026. Il y a Les Sorcières et... C'est Margot la sorcière, sans façon d'échapper au bûcher. Super programme. Voilà. Pour le premier en janvier, le deuxième, Une vie de fantôme. Lucie Kosmala, il y aura aussi un second tome de Craft Quest en janvier prochain. Tout à fait, le 21 janvier. Et Mickaël Sera, vous continuez votre travail à l'école des héros. Peut-être 2 mots, puisqu'on est en retard. Oui, École des héros, c'est un programme destiné à des jeunes que les Japonais appellent des ikikobori, donc des jeunes qui sont complètement reclus chez eux, qui ne font plus que jouer. En soi, c'est pas un problème de jouer, sauf qu'il y a un problème avec le monde réel. Et donc, je leur permets, à nouveau, à travers le meilleur moteur pour redevenir héros de sa vie, la création. Et donc, ils créent des jeux vidéo accompagnés par des professionnels. Voilà, ça fait 4 ans que ça existe. Et ça marche bien, en tout cas cliniquement, ça les aide énormément. Merci beaucoup à tous les 4. Quant à nous, on se retrouve encore cet après-midi pour une ultime émission un petit peu spéciale hors série, autour de la promotion de la lecture et de ses méthodes. À tout à l'heure.